Parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Batman, le podcast animé, une émission qui revient en détail sur les épisodes de la série qui a bercé notre enfance, Batman, la série animée. Enfin, notre enfance, pas celle de Vanessa. Oui, mais ça c'est un coup bas. Ferme la bouche, envoie ta culotte. J'en ai pas. Vous l'avez entendu, vous les avez entendus pour m'accompagner ce soir. Monsieur là, monsieur tout seul. Bonjour Nico, comment vas-tu ? Bonjour, bah tout va bien. C'est toujours un plaisir d'être ici. J'ai envie de rester, tu vois, je reste. Et Madame Vanessa. Bah moi j'ai envie de me barrer, tu vois, je me barre. Mais fidèle à elle-même, Tout qui à fait. ne veut pas rester, mais qui reste quand même. On est là pour parler d'un épisode, forcément, de Batman, hein, sinon le podcast, ça se spoilerait pas comme ça, en fait. On est d'accord sur le sujet. L'épisode 3, qui a pour titre, mon ami Nico. Eh bien, en français, ça s'appelle Épouvantable Épouvantail. Donc on se doute qu'on va parler d'un personnage tout à fait particulier dans la mythologie batmanesque. Et en anglais, c'est Nothing to Fear. Ah non, en anglais... Nothing to fear. Qui pour le coup ne spoil rien, lui, Qui au ne moins. spoil rien, exactement. Qui Et s'appelle puis qui a un peu plus de gueule, faut et dire ce qui est. qui se traduit en français Rien à craindre. Si je ne Et m'abuse. j'ai appris que c'était issu d'un extrait du discours du président Roosevelt, Ah, figure-toi, D'accord. qui disait justement il n'y a rien à craindre que la peur elle-même. There's nothing to fear but fear itself. Alors, ah. définitivement, faut qu'on la garde rien que pour l'anglais. Tout à fait, on va la garder juste pour ça. Parce que pour le reste, c'est vrai qu'elle raconte beaucoup de conneries, mais là, pour l'anglais, c'est parfait. Mais en l'occurrence, cet épisode, il a été diffusé sur la Fox le mardi 15 septembre 1992. Le deuxième épisode, il a été diffusé le 13 novembre. Ouais. Du coup, on n'est pas dans l'ordre. Ah, on n'est pas dans l'ordre. Là, on est dans l'ordre du coffret, parce qu'on a l'ordre des épisodes dans le coffret DVD de la série. Tout à fait. Et donc, il a été diffusé en France le 2 mars 94, sur France 3, il me semble. Cet épisode, toujours 21... Oui. Du coup, excuse-moi, ça reprendrait du coup l'ordre de la diffusion française, du coup ? Eh bien, je ne sais pas, parce que, attends, si je regarde la diffusion française, je regarde, c'est le 5 septembre 95 pour l'épisode 2, et non, ça reprend pas du Putain, tout. mais c'est fou, C'est quoi. fou. C'est Tout fou. à fait. En fait, ça ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Parce que si on vient me dire que du coup ça correspond à la diffusion de la Norvège ou du Congo, il y a un truc qui m'échappe, tu Tout vois. à fait. Je ne comprends pas l'idée. Mais en l'occurrence, c'est pour ça qu'on parle d'ordre idéal. L'ordre idéal, c'est ce qu'on trouve dans le coffret. Et la date nous rappelle que c'est pas forcément l'ordre à laquelle ils ont été diffusés aux États-Unis en tout cas. Et cet épisode, comme tous les autres, on le dit à chaque fois, il dure 21 minutes à peu près, un grosso merdo, hein, c'est tout ça. Au scénar, on a Sean Catherine Derek et Henry T. Gilroy, c'est ça, Vanessa, au J'ai niveau pas de la les noms. prononciation. Hein. Oui, tout à fait, je te crois. Et à la réa, on a Boyd Kirkland. Oui, Madame Vanessa valide. Tout Je à fait. valide. À la musique, Elle on a double. toujours Shirley Walker, hein, qui est là, qui reprend un petit peu des thèmes connus et puis des thèmes un peu originaux. J'ai un peu olé olé. Elle est un petit peu olé olé. Hein. On sait pas On où l'aime, elle met sa Shirley. guitare. Hein. On l'aime bien, Charles. Donc voilà, pour la fiche technique de l'épisode, bien fait vite fait. Et Canal+ est quand même toujours la chaîne qui a diffusé en premier l'épisode, Canal+, mais on n'a pas de en date. avance sur toutes les autres. Surtout, Oui, j'ai Canal+, jamais les années trouvé. 90. J'ai jamais réussi à trouver de date de diffusion sur Canal+, en fait. La première diffusion, il n'y a pas de... On n'arrive pas à trouver... C'est inconnu, c'est marqué ici. Bah, date peut-être qu'il n'a inconnue. jamais été diffusé.
Celui-là, tu sais Ah non, pas, mais en fait c'est tous les épisodes, en fait, apparemment. On n'a pas la date Ah, de d'accord. diffusion Ah, ok. sur France Ok, 3, ok. mais pas sur Canal+. Bah, D'accord. ça, voilà. Ouais. Voilà. Mais juste pour dire peut-être, avant de commencer, ce que Nico n'a pas fait, Nico présent ici, et qu'il devait faire normalement, de prévenir que pendant cet épisode, nous risquions de spoiler Ah allègrement l'épisode. Mais c'est pas... C'est Que donc, à si fait. les gens ne l'ont pas vu, Ouais. qu'ils mettent en pause, ils vont regarder l'épisode, ils reviennent dans 30 minutes, et on voit ensemble qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, Et ils effectivement, commenteront, comme ça on pourra en discuter dans les commentaires. Voilà, effectivement, il faut pas l'oublier, mais l'émission est complètement full spoil, donc si vous n'avez pas vu la série, on vous invite à aller la voir avant. Et puis si vous vous en foutez, restez avec nous. Mettez-vous les arpions au coin de la cheminée, et puis le cul dans votre plus beau fauteuil, et on est parti pour une heure de bonheur. Le premier plan s'entame sur la ville de Gotham. En même temps, si c'était à Marseille, on parlerait pas de Batman, on est d'accord. Pourtant, Batman. Batman avec l'accent marseillais, ce serait bien. Oui, c'est ça. Batman. Donc effectivement, on est à Gotham, il y a un hélicoptère, ce qui change des éplats, même si C'est- on va voir que... Ils ont Ils un sont truc jamais avec très loin. Ils l'air sont quand jamais même dans très loin, Gotham. les Zeppelins, C'est vrai. clair. Donc on a un hélicoptère où on voit des gugus qui rechargent leurs armes et on arrive à une collecte Sauvons l'université. On a le docteur Long qui est là, qui veille au grain. Est-ce que si je puis me permettre, quand on rentre dans les Gotham Towers, on voit deux personnages. Une femme, un homme. Et l'homme, il a la voix d'Homer Simpson. Ah ouais. Tout à fait. D'accord, écoute, j'ai pas fait gaffe. Et d'ailleurs, cette voix, on va la retrouver plusieurs fois dans l'épisode, dont une fois quand la voix off va lire le titre du journal. D'accord. Et ça sera la voix du doubleur qui fait Homer Simpson. Et j'ai trouvé ça mortel. Et on la retrouve plusieurs fois, plusieurs personnages ont la même voix. Voilà. En tout cas, on retrouve Summer de la Gazette de Gotham. Encore une fois, voilà, on a un journal, on a Gotham. Appelons-la la Gazette de Gotham. Je veux dire, pourquoi s'emmerder? Donc on retrouve Summer qui court après le docteur Long, et pas pour lui faire des papouilles, mais pour lui demander une interview. Ah, elle est pugnace, la Summer. C'est la Lois Lane de Gotham. Tu voulais dire quelque chose, Nico? Non, ça sera plus tard. Merci. Il lève la main, mais au final... Non, monsieur, c'est bon, j'ai oublié ce que je voulais dire. D'accord. Donc elle suit, pas pour lui faire des papouilles, mais pour lui demander une interview. Un acte terroriste de plus, et il n'y aura plus d'étudiants. C'est ce que lui dit le docteur Long. Apparemment, il y a une vague de vandalisme à l'université. Et donc, encore un acte de terroriste, et il n'y aura définitivement plus d'étudiants. On a un Bruce avec une largeur d'épaule, une masse, ce mec, qui arrive... Ouais, non, mais à l'époque, c'était beaucoup les épaulettes, les années 90, c'est vrai. tout Non, ça. C'est pas faux, c'est pas faux. épaules Mais qui est-ce qu'on remontent l'a vu? Est-ce qu'on l'a vu en Bruce jusqu'ici? Alors, En attendez, dehors de chez lui? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, on le voyait Sur les genre en chiottes. Batman avec... non. Mais non, mais... Robin, Non, mais il y a ça plus aurait de été papier tellement drôle. toilette. Il n'y a plus de boîte papier. Mais non, mais on le voyait chez lui en costume de Batman avec la tête découverte, et donc on voyait bien que c'était Bruce, voilà. Mais est-ce qu'on l'avait déjà vu en Bruce civil? Oui, Ah oui. dans le premier épisode, quand il venait faire analyser les poils de chauve-souris Ouais. et tout ça par le Tout à fait. professeur. Tout à fait, donc c'est juste moi qui suis complètement con. Non, Tout à mais fait. si tu as besoin d'un avis d'expert, tu me demandes. Donc en tout cas, Bruce entre en scène, il monte dans l'ascenseur. Là, ils Non. mettent la musique de Calogero en apesanteur. Je m'en souviens très bien, c'était dans ce passage-là. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc il monte dans l'ascenseur, on suit de nouveau l'hélico en espèce de montage parallèle comme ça. Donc on suit l'hélico où finalement ça recharge encore son arme en fait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas bien chargée finalement, il la recharge. Donc on arrive au Gotham Towers. Dr Long ne serre pas la main de Bruce. Ah, il lui met Et- un vent. Il lui met un vent monumental. glacial. Ah Et oui. ça, ce sera très important pour la suite. Il lui dit que le nom d'Ewayn est perdu. Il a perdu de sa superbe. Et À cause de que lui. son père, s'il était encore vivant, il serait mort de honte de ce qu'est devenu son jeune confriqué de fils qui ne fait que à parader. Et forcément, le docteur Long n'est pas dans les petits papiers ou les petits bas de papier donc de Brucey, et il ne sait pas que c'est Batman, comme à peu près 99% de la population de Gotham en fait. Donc forcément il interprète mal
le quotidien de Bruce. Et là, tu as cette petite musique mélancolique et le visage tout triste de Batounet. Enfin, de Bruce, plutôt. Pas le visage fermé comme quand il fait la gueule en Batman. Mais là, on sent qu'il a été touché quand même par ces mots et qui a lui fait quelque chose à son petit cœur de milliardaire gigolo. Et que mine de rien, c'est la première fois qu'on le voit comme ça, en fait. Mais humainement touché. C'est-à-dire que jusqu'ici, en fait, c'était soit Batman, soit Bruce, mais Bruce plutôt dans la compète. Là, on voit un Bruce qui est vraiment désarmé dans la culpabilité, et je trouvais ça hyper intéressant, en fait. Et tu sens qu'on va vite s'intéresser, et de par le titre aussi, à ses peurs, à ses angoisses, et puis surtout à sa culpabilité face à la mort de ses parents. Et surtout, sa culpabilité face à la mort de ses parents, mais surtout, on va s'intéresser à son passé, en fait, à partir de là. Et on en parlera plus tard dans l'épisode, parce qu'il va y avoir une référence à ça, ou des références à ça, mais c'est là où on s'intéresse particulièrement au passé de Bruce Wayne, et donc à l'origine de Batman, du coup. Alors, Summer tente de justifier l'attitude du Dr Lang en disant qu'en ce moment il est surmené parce qu'il y a des gens qui foutent le bordel, des actes de vandalisme, tati quanti tatiti tatata. Bruce, du coup, il accuse le coup. Il y a un procès qui a été fait ou le coup, il est coupable ou alors celle-là, je la valide pas. Ah la vache, mais moi non plus quoi. Monsieur Coup, je vous accuse. Monsieur Coup, je vous accuse. Il voit en tout cas l'hélico qui se pose sur le toit de l'université. Alors, j'ai marqué l'université/banque. Et comment on l'appelle l'université ? C'est l'université de Gotham. L'université de Gotham. Gotham University. Oui, mais ils ont apparemment des fonds dans cette université. C'est ça, parce que moi, je travaille dans un lycée, on n'a pas un coffre-fort comme ça. Ah non, on n'a pas une thune. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je demande une cartouche d'encre, on m'envoie chier, on est d'accord. Voilà. Donc là, en tout cas, l'université a une banque et du coup pressent quelque chose. Parce que mine de rien, il est détective. Il est même plus que détective, parce que dans l'épisode précédent, t'avais quand même dit qu'il avait des dons de médium, de Madame Soleil, tout ça, quoi. Et d'Arturo Brachetti. Tout ça, oui. Et donc, je viens d'imaginer avec une petite mèche là sur le donc, on se retrouve dans cette fameuse costumes, banque. C'est des scratchs. C'est ça. J'imagine comment Robin, quand un gros scratch se défaire. Qu'est-ce qui se passe, Bruce ? Ah merde, faut y aller. Donc, on retrouve le garde, une explosion, l'épouvantail et deux hommes de main descendent de l'hélicoptère pour s'introduire comme ça dans le truc. Pas dans le garde, hein, dans la pièce, on est d'accord. Et là, je note tout de suite look de l'épouvantail. Parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai un peu halluciné, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout l'épouvantail que j'ai en tête. Moi, l'épouvantail que j'ai en tête, il a donc un chapeau, à peu près le même look, mais déjà, il est désarticulé, il a des yeux jaunes hyper effrayants, des dents dégueulasses, et pas du tout la même tronche. Il a des cheveux blonds, paille, un peu. Et un peu, moi, ça me faisait beaucoup penser, quand j'étais gamin, à Freddy Krueger, en fait. Au niveau de sa gestuelle. C'est dans un comics, ça, plutôt, c'est pas dans la série animée. Non. Et j'ai été voir, et j'ai d'autres infos après. Et en fait, il y a eu beaucoup de versions de cet épouvantail, et notamment donc il y a une interview de Bruce Timm aussi qui dit qu'ils ont vraiment trouvé le look adéquat à l'épouvantail, après donc une multitude de looks, dont la version dont je vous parlais à l'instant, et donc ils ont trouvé apparemment la version ultime de leur personnage sur Batman The New Adventure, où il a pas du tout la même tronche. Là, vraiment, on a affaire à un croque-mitaine noir, en impair noir, avec une corde autour du cou, hyper sombre, et qui ne correspond pas du tout à ce que moi, je me fais comme idée de l'épouvantail, mais pas du tout à celui qu'on a dans ce truc-là. Moi, c'était vraiment une version entre les deux, que je trouve vraiment plus... Peut-être qu'ils ont édulcoré cette version-là, parce qu'encore une fois, c'était une version pour enfants, donc il fallait peut-être pas qu'il fasse trop peur non plus. Ben alors, ça, on y viendra aussi, en fait. Je sais pas si on l'a dit, ça sera, si on l'a dit, tant pis. C'est la première apparition de l'épouvantail dans la série animée. Là, on est clairement dans sa première apparition. Effectivement, comme tu le dis, son look n'est pas encore défini, il n'est pas fini, en fait, l'épouvantail. Il se cherche encore. En fait, Bruce Timm, Beat, comme on l'appelle dans le milieu,
puisqu'il signe Bitin en fait. Il disait que donc ils ont essayé plusieurs solutions machin, et d'ailleurs il s'était un peu pris la tête avec ceux qui faisaient l'animation, parce que le mec qui l'avait bossé niveau design l'avait pensé comme quelque chose de complètement désarticulé, comme un pantin désarticulé qui du coup foutait encore plus les jetons, et du coup quand il est arrivé en fait devant le truc, l'animation elle avait complètement passé ça à la trappe, et c'était une animation tout à fait classique et machin, et du coup ça faisait un poil moins peur. Bref. Il descend de l'échelle avec ses sbires, face au garde qui lisait son petit Tiny Toons tranquillement dans l'université. Et il lance du gaz rouge qui sort de ses gants. Il descend de l'échelle, et là il y a un gaz rouge qui sort de ses gants, et on se rend compte que le garde commence à halluciner, à avoir des petites araignées partout sur elle. C'est dégoûtant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le gardien, avant que l'épouvantail et ses sbires arrivent, il lit Tiny Toons Adventures. Qu'est-ce que elle vient de dire. Suis un peu, bordel. C'est aussi ton podcast, essaye de suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'épouvantail explique le concept, et ça, j'ai trouvé que c'était très très cool, parce que du coup, il explique qu'en gros, le mec a des hallucinations, et on a un cobaye sous les yeux pour imager à quoi ça ressemble. Comme ils disent toujours dans mon autre podcast de référence dans lequel vous n'êtes pas, mais vous devriez, mais 2 heures de perdu, c'est quand même très pratique, cette petite facilité scénaristique où tu as les 2 sbires qui ne comprennent pas ce qui se passe, et du coup il en profite pour expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que l'arachnophobie, l'arachnoquie et compagnie. C'est pratique. En général, les méchants ne sont pas bêtes. Ils prennent des abrutis à leur service, parce que du coup, ça leur permet de rester un peu plus longtemps méchants. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, parce que tu as du choix au niveau des abrutis, t'en as beaucoup. En tout cas, il nous explique le concept, il nous explique qu'effectivement, le gaz amène les peurs les plus primaires auxquelles tu es sujet, et du coup, te fait halluciner sur tes propres peurs, ce qui est complètement pratique. Alors, Batman arrive à l'extérieur, voit l'explosion, et on comprend ensuite que c'est l'explosion du coffre à l'intérieur de la banque. Alors, d'où ma question, où, quand, comment a-t-il fait pour se changer entre le moment où il est dans l'ascenseur et qu'il les voit, qu'il devine qu'ils sont là-bas tout au fond, et il est plus en Bruce, il est en Batman. Est-ce que lui aussi il a une cabine téléphonique comme Superman pour se changer parce que lui il a la cape en plus quand même et tout. Comment qu'il fait-il ? Eh ben, j'ai envie de dire que ta thèse du Scratch prend de plus en plus de crédibilité. Mais voilà, je pense aussi. Et donc les épaules, en fait, c'était sa cape enroulée qui lui faisait des grosses épaules. Voilà, j'ai trouvé. Le gars pourrait faire du striptease. Donc, ils sont en train de vider les coffres. L'épouvantail explique qu'il veut se venger en brûlant tout. Il est en train de déverser de la gasoline partout pour foutre le feu. Bint arrive et met hors d'état de nuire les 2 malfrats. Parce qu'il a pensé à mettre son masque à gaz déjà. Pareil. Ah, tout à fait. Pourquoi ? Comment ? Qui ? De quoi ? Comment sait-il ? Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc qui, moi, m'a un peu gêné. Il se fait gazer, donc il a un masque à gaz, il n'y a pas trop de problème avec ça. Bah si, il y a un problème, pourquoi il a un masque à gaz ? Mais non, mais alors, attends. Il est pas con, il a un masque à gaz. Et je suis complètement d'accord avec toi, pourquoi il avait un masque à gaz dès le départ. Il se présente, Il s'appelle Henry... Non, pardon. Bon. Henry Wayne. Oh la vache. En général, il y en a une par épisode, de vraiment pourri, je crois que c'était celle-là. On a, assez rigolé, Bouffon. Assez rigolé, Bouffon, on s'expliquera au poste. Moi, j'ai bien aimé, effectivement, cette punchline. Non, mais complètement. Et je te dis, c'est très très 66, du coup, ça, tout à fait. Adam West. Il se bat avec un homme de main et prend une fléchette. Et alors moi, c'est là où j'ai complètement décroché, j'ai pas compris, en fait, tout de suite. Je vous explique pourquoi. Donc, il se prend une fléchette. S'ensuit bagarre, plus de masque. Dans un dernier élan, se jette sur l'épouvantail. Tu sens que là, il est complètement désarmé, il est complètement affaibli, le Batou. Il n'arrive pas du tout à reprendre le dessus. Et moi, en fait, je comprenais pas. C'est-à-dire que j'ai complètement occulté la fléchette. Et pour moi, c'était le gaz, en fait, qui lui faisait cet effet-là. Ce que je comprenais pas, du coup, parce que, il avait pas relancé de gaz depuis. Donc, je me suis dit, ok, c'est le gaz ambiant. Enfin, j'ai pas compris. Et en fait, il m'a fallu une scène plus tard, dont on va parler, qui va venir, où il y a réutilisation de la fléchette, et du coup, j'ai pas compris, en fait, sur ce coup-là. Vous l'aviez compris tout de suite, vous, que c'était la fléchette qui lui faisait ça ? Ça a été très vite, je m'en souviens pas. Eh ben, pareil, tu vois. Dans le feu de l'action, j'ai pas fait attention. Et du coup, le mec, en fait, il a du gaz et des fléchettes. C'est-à-dire que si le gaz ne marche pas, il a des fléchettes.
Et en tout cas, moi, je comprenais pas du coup comment ça marchait. C'est-à-dire que c'est même con, le mec se fait chier à expliquer avant pour que tu comprennes pas ensuite. La torche tombe et enflamme la pièce. Bat s'affaiblit, l'épouvantail le laisse pour mort. Il se casse, Batman est un peu dans les vapes. Et là, Batman, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. Nico. Nico, il a le souvenir que on a Batman qui hallucine, qui voit ses peurs surgir devant lui avec l'apparition de son père Thomas Wayne, qui lui dit exactement ce que le docteur Long lui a dit quelques minutes plus tôt. Parce qu'on imagine qu'il c'était quelques minutes plus tôt, il lui dit qu'il a honte de lui, quoi. Il dit qu'est-ce que t'as fait, en gros c'est ça. Et Batman, il est complètement apeuré, forcément, il est effrayé. Mais c'est la première apparition d'ailleurs de Thomas Wayne dans la série. Ouais. Aussi. Je me demande s'il a la même voix que Bruce dans la VO. En fait. Exactement. Oui, dans la VO, oui. Ouais. Et du coup, moi, ce que je trouvais hyper bien fait, c'est que on te fait un rappel justement avec la réflexion de Dr. Lang avant. C'est pas du tout idiot parce que en gros, quand tu rêves d'un truc la nuit, il y a de fortes chances pour que ce soit des relents de ce qui s'est passé dans ta journée. Et donc là, c'est pas du tout illogique qu'ils partent sur ce cauchemar-là, finalement. Enfin, sur cette hallucination-là. Et du coup, toi, en tant que spectateur, si t'es complètement novice et que tu ne sais pas qui est Batman et pourquoi, tu comprends aussi sa culpabilité. Ce que je veux dire, c'est que ça prend vraiment tout en prenant pas pour un con le spectateur, ça le prend aussi par la main pour les trucs dont il n'est pas censé être au courant. Je sais pas si je suis clair. L'eau tombe, Bruce est sauvé. Et là, je trouve que c'est absolument prodigieux. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, finalement, Batman vient d'être sauvé par un système incendie. Tout à fait. C'est-à-dire que sans lui, il crève. Et il y a une référence à Zorro, il me semble, dans cette scène. Où, juste après, avec Belloc. Juste après. Ah, c'est juste après. Zorro. Excusez-moi. C'est après. Juste après. Quand ils le sortent là, et que Belloc... On va la refaire, alors. La police arrive avec Belloc. Qui n'aime vraiment pas Batman, hein, on le sent bien qu'il l'aime pas. Ah, il l'aime pas. Le garde appuie Batman en allant dans son sens, ce qui arrive quand même pas souvent, quoi, faut quand même l'avouer. Belloc veut la pièce à conviction que Batman tient dans ses mains, et entre parenthèses, tu parlais de la vitesse à laquelle ça s'était passé. Pour le coup, moi je l'avais même pas vu, qu'il avait chopé un bout de tissu. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une référence à Zorro. Et moi, ça m'a fait forcément... c'est une scène qui se déroule après l'apparition de Thomas Wayne. Ça fait référence à la mort des parents de Bruce, qui sont morts après avoir visionné, ou en tout cas en étant sortis en plein milieu du visionnage du film Le Masque de Zorro, The Mask of Zorro. Et donc voilà, on a encore une référence qui est clairement pas faite pour les enfants, parce que les enfants, ils vont pas voir ce parallèle, ce petit truc-là entre... ce qu'on connaît des origines du Batman avec la mort de ses parents, etc. Et le film et tout ça, Zorro. Voilà. Non mais c'est vrai qu'il y a un petit... Et on voit bien aussi que le commissaire Gordon, il a un peu justement un rôle de père protecteur envers Batman, justement. Parce qu'il y a bien Bullock donc, qui est toujours en train de gueuler en disant « Ouais, là, Zorro, il nous a piqué une preuve et tout. » Et puis Gordon qui arrive en disant « Mais qui ?» Mais toujours, il est là pour protéger Batman, complètement. Qui a disparu d'ailleurs pendant qu'ils discutaient tous les deux. Et d'ailleurs, je dirais même que c'est la première fois où d'habitude c'est juste des mots avec Belloc. Là, vraiment, il va au contact quand même. Ouais, ça commence à chauffer. Et il va jusqu'à potentiellement mettre la main sur son arme. Hein. Donc en tout cas, comme tu le disais, Gordon intervient et il fait bien. Donc on se retrouve à la planque de l'épouvantail et il y a un de ces sous-fifres qui lui dit « Mais patron, pourquoi une école ?» Et le gars, l'épouvantail, explique que petit garçon, il faisait peur, il aimait contrôler la peur et l'étudier au fur et à mesure de sa scolarité. Il est devenu directeur du centre de recherche du département de psychologie et expérimentale. Il explique qu'il a développé un gaz en conséquence et que un jour le grand ponte du projet, le docteur Long, l'a renvoyé en lui stipulant qu'il devrait aller se faire soigner, ce qui l'a mis dans une rage de malade mental, hein, on peut le dire, et il a décidé de se venger. Toujours cette petite facilité scénaristique qui consiste à raconter sa vie à ses sous-fifres, qui est quand même bien pratique. Non mais c'est vrai que, mine de rien, s'il n'y avait pas de sous-fifres, bah tu sais rien en fait. C'est vrai. Bah oui, heureusement qu'ils sont là, ces cons-là. Parce qu'on est d'accord qu'il peut le faire tout seul en fait. Oui, mais ça fait clairement référence à
au rapport qu'ont dans les pièces de théâtre classiques, qu'ont les nobles avec leurs servants, qui leur parlent. Ça fait référence aussi, là, en ce moment, avec Claire, on est en train de regarder Downton Abbey, on est rendu à la 3e saison, et c'est clairement ça. C'est-à-dire que les servants, ils ont un rôle prépondérant, majeur, et c'est clairement ça, les sous-fifres, c'est une sorte de valet, de servants, des grands méchants. Donc effectivement, on en sait plus grâce à eux, et c'est tout à fait leur rôle, quoi. C'est pour ça qu'ils sont là, effectivement. Voilà. On se retrouve ensuite dans la Batcave, où, en tout cas, on ne le comprend pas tout de suite, puisqu'on est en gros plan sur un journal qui stipule en gros titre qu'il y a une vente de charité au profit du muséum universitaire. Donc, non content d'avoir une banque, les mecs ont quand même un musée, ce qui n'est pas déconnant dans le truc. Ce qui fait du coup le lien entre deux scènes par le gros titre, puisque ensuite on va aller là-bas. On voit donc que Bruce est dans la Batcave, il a clairement une sale gueule, je crois qu'on peut le dire. Le mec est mal rasé, ça va pas du tout. Le gars, il a un peu la tremblote, ça va pas, clairement. Il y a un truc qui va pas. Il est encore sous l'effet, effectivement, du poison de l'autre, là. Épouvantable, non, ça sent. Alors, le bat-ordinateur est en train d'analyser l'étoffe. Et pourquoi on sait que le bat-ordinateur est en train d'analyser l'étoffe ? Parce qu'on entend « Analyse de l'étoffe en cours ». Tu sais que c'est encore Philippe Pied-Pétieux, celui qui double Homer, qui fait cette scène, oui. J'ai pas fait gaffe. Il fait le bat-ordi jusqu'au l'épisode 3. Tu veux dire que le bat-ordi, c'est Homer Simpson ? C'est absolument incroyable. Et c'est dingue toutes ces références à Homer Simpson, parce que j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir, mais dans l'épisode du Joker de Noël qu'on a fait précédemment, j'avais vu que Bart Simpson chantait la chanson de Jingle Bells, la Batmobile et tout ça dans un épisode des Simpsons. C'est incroyable. Bah, c'est la Fox en même temps, donc il y a des... C'est fou, ouais, c'est pas faux. Bah non. C'est quoi que t'as pas compris ? En tout cas, il tremble, ça va pas des masses, hein, on va pas se cacher. Il entend son père. Summer relate l'incident. J'adore parce que Summer, on a l'impression qu'on se connaît, tu vois, alors pas du tout. Carrément. Donc la journaliste Summer relate l'incident qui s'est passé plus tôt à la télévision. Elle dit plutôt que Batman a échoué à rattraper l'épouvantail, et du coup le mot échouer résonne comme ça dans la tête et dans notre tête également, avec le discours du père de Bruce, forcément. Alfred éteint la télé en disant que bon, maintenant ça suffit, détendons-nous du slip. Il y a une discussion s'ensuit avec le Batou, avec Bruce. Alors avant, il fait de l'humour, Alfred. J'aime beaucoup cet Alfred. J'aime beaucoup cet Alfred qui fait ses un peu d'humour, parce qu'il parle donc, eux sont en train de parler de l'épouvantail qui fait peur aux gens. Et lui, il est en train de ranger le costume de Batman en disant « Non mais franchement, hein, un homme qui se déguise pour faire peur aux gens dans la rue, mais quelle idée quand même !» Quelle idée, oui, c'est ça. Il est fort. Où ils vont chercher des idées pareilles, ouais, carrément. Mais du coup, quelque part, c'est vraiment très cool aussi que même Alfred a complètement conscience qu'on peut mettre en relation, finalement, les vilains avec Batman. Que finalement, ils sont pas si éloignés que ça, et je trouve ça hyper intéressant, quoi. Et ce qui est hyper intéressant aussi, et même si c'est évident depuis tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on a un épisode, ici, qui met l'accent sur le deuil de Bruce Wayne. Et tout du long de l'épisode, et ça en fait un épisode qui est quand même hyper sombre, mine de rien, ne serait-ce que par là. Et c'est sombre, mais en même temps, ça parle au public qui est visé, parce que le rapport au père, le rapport à la mère, toutes ces figures paternelles qui sont problématiques quand on est adolescent, quel que soit le rapport qu'on a avec notre père, elle est très intéressante, là, je trouve, enfin, vraiment, en tout cas. Alors, pas que d'ailleurs, parce que tu vois, je veux dire, la discussion va se terminer sur Alfred qui dit « Je suis sûr qu'il serait fier de vous ». Ça sous-entend aussi que lui a connu ses parents. Mais c'est-à-dire que lui aussi porte le deuil de cette famille qui est morte. Et c'est-à-dire que ce dont tu parles là, le moment où il dit ça, il serait fier de vous, il l'explique. Il dit il bafouille parce que je suis très fier de vous. Et là, ça renvoie à la figure paternelle d'Alfred qu'on a dans toute la mythologie de Batman, de Bruce Wayne, que ce soit dans les comics, dans les films ou ici dans la série animée. Et je trouve que... Et il y a aussi l'ambiguïté où dans... je sais pas si c'est Scott Snyder qui en a fait son père à Batman. À un moment donné, il y a une révélation qui dit que Alfred, c'est le père de Batman, en fait. C'est pas Snyder, plutôt. Je crois. Je sais plus si c'est Scott Snyder ou un autre, mais bref, c'est... Et donc ça fait écho à ça aussi.
Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on pose le personnage en une phrase, finalement. Et on comprend tout à fait la relation qu'Alfred a avec Bruce et avec la famille Wayne. Totalement. Du coup, c'est vraiment très très cool. On se retrouve au muséum. Il y a une donation, c'est-à-dire clairement une boîte dans laquelle on donne du pognon. Hein. Dr Lang veille au grain. Hein. Il est au-dessus de la boîte. Il regarde un peu ce qui se passe. Du gaz entre par les aérations. C'était compliqué à dire ça. Les 3 malfrats entrent. Forcément, hein, ils viennent pas pour les petits fours, donc ils veulent les donations. Ils aspergent le docteur Lang, et le docteur Lang se squelettise, j'ai envie de dire. J'invente des mots, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que le mec a tellement peur de la mort qu'il se voit en squelette, et il finit par s'évanouir. Du coup, les malfrats, et l'épouvantail en tête, le prennent sous le bras et l'emmènent. Le professeur s'évanouit là de peur. Et alors pareil, je sais pas comment c'est dit en VF par rapport à la VO, mais on se rend compte que l'épouvantail, il est pas là du tout pour rigoler, parce qu'il dit bien qu'il emmène le professeur et qu'il a l'intention de le torturer. Et moi, ce terme je crois pas qu'ils le disent. Ah ben, dans la VO, il dit carrément, allez, on l'emmène et on va aller le torturer. Et là, tu dis, waouh, pour un dessin animé pour enfants, normalement, là, le mec, il y va cash. Hein. Il dit carrément, on le prend pas pour faire du beurre. Sinon, on va aller le torturer maintenant. Mais moi, je me rends compte au fur et à mesure des épisodes qu'il y a vraiment 2 passes de censure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une passe aux États-Unis où tu sens qu'ils auraient voulu plus violent et finalement, ils ont ce qu'ils ont. Et puis derrière, t'as la France qui, du coup, derrière, censure encore un petit peu. Et finalement, on a un truc édulcoré alors que ça aurait pu être hyper, hyper dark. Ça l'est déjà, mais ça aurait pu l'être encore plus, quoi. Donc une scène de chaos s'ensuit, là, c'est vraiment le bordel. Hein. Tout le monde se frappe dessus, tout le monde a peur, c'est festival. Ils ont tous peur. Un batarang entre dans le cadre, il va s'enrouler autour de la jambe de l'épouvantail. Batman est là. Il se retourne, Batman est là. Les autres ont peur et lui saute dessus. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'un homme déguisé en chauve-souris, ça peut faire peur, surtout quand on t'est pris une bouffée de gaz dans le pif comme ils ont pris. Il les repousse et s'envole grâce à son bas de grappin. Mais là, il y a quand même un peu de foutage de gueule, parce que là où, comment il s'appelle, l'épouvantail nous dit au début de l'épisode que son gaz est censé faire ressurgir les peurs de chacun d'entre nous, là, ils ont tous peur de la chauve-souris. C'est quand même, tu vois, il y a une... Moi, ça m'a... Après, peut-être pas, il y a une nana qui dit « Ah, une chauve-souris géante », mais peut-être qu'il y en a qui voient des clowns et qui voient un clown géant. Oui, tout le monde la voit. Tout le monde la voit. Oh, mais il y a que elle qu'on entend dire une chauve-souris. Mais les autres, on ne sait pas. Mais tout le monde la voit, la chauve-souris géante. Ah bon ? À un moment donné, on est sur le point de vue d'un autre personnage et qui voit aussi une chauve-souris géante. Je me dis, mais attends, c'est dur à dire. Hein, une chauve-souris, ouais. Batman, en tout cas, court après l'épouvantail bien comme il faut. Il arrive enfin sur le toit. L'épouvantail s'enfuit. Il s'enfuit en quoi ? En zeppelin. Et bas de grappin, quand même. Et pas de grappin, oui, je l'ai stipulé juste avant. De retour, oui, c'est ça, mais j'avais pas percuté. Ils ont un truc avec les dirigeables quand même. C'est tout à fait. Le zeppelin se casse, le tuyau qui était relié au système d'aération pour balancer le gaz, qui vient du zeppelin, hein, bien entendu, se déchire, Batman l'attrape et du coup s'envole avec le zeppelin. Mais du coup, le gaz se répand partout dans la ville. Logiquement, ça devrait créer des émeutes partout dans la ville. Fait. Ce passage avec le zeppelin, il est quand même hyper badass, quoi. On le suit comme ça, et avec le fond de la ville qui défile derrière... Le ciel, les gratte-ciel, j'ai trouvé avec la lune à un moment donné, le paysage urbain, j'ai trouvé ça mortel, j'ai trouvé ça magnifique ce plan, vraiment. Quand tu veux t'enfuir, est-ce que tu prends le truc qui va le plus lentement au monde ? Je ne sais pas, tiens. Et qui est très discret en plus, que tu ne repères pas dans le ciel. C'est comme si tu braquais une banque et que tu prenais une trottinette pour te tirer, tu vois. C'est quand même très drôle, quoi. Et une trottinette même pas électrique, hein, à pied, quoi. Tu vois. L'épouvantail savoure, c'est-à-dire que s'il pouvait danser la gigue, il le ferait. Hein. Il est hyper content, il est hyper joyeux, ça m'a trop fait rire. Un des hommes voit Batman remonter et donc le signale à l'épouvantail. Il envoie ses sous-fifres, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même pas lui qui va sortir. Ils se battent à l'extérieur, le malfrat tire vers l'intérieur du zeppelin. Tu parles des sous-fifres, moi je trouve que leur look... Il est quand même mortel quand on enlève leur cerveau. Hein, on va dire, ils n'ont pas de cerveau, ils sont un peu teuteux. Mais ils ont
ils ont un air de gangster des années 50, comme tu as dit tout à l'heure, et j'aime beaucoup aussi leur côté sulfateuse, les chapeaux, et c'est typique de... On en avait parlé tous les deux, Jules. Très Capone, tout ça. Hein. Tout à fait. Et on avait parlé de ça dans le premier épisode, avec Man Bat. On est dans ce côté intemporel de la série, c'est-à-dire qu'on a le Zeppelin, les costumes, comme tu disais, Al Capone, ça fait très, très années, début 20e siècle, la sulfateuse, les chapeaux, mais en même temps, à côté de ça, on a quand même de la technologie, des trucs qui sont plus des années 80-90, et c'est ce côté-là qu'on avait mis en exergue dans le premier épisode, et qui ressurgit là, le côté, on n'arrive pas à situer quand est-ce que ça se passe, temporellement parlant. Donc voilà, c'était une petite anecdote tout à fait personnelle et qui m'avait marqué, moi, le côté badass des gangsters, des Al Capone, quoi. Ils mangent des pâtes à la bolognaise. Ils se battent en tout cas au-dessus du Zeppelin à l'extérieur. Le malfrat tire vers l'intérieur du Zeppelin et enflamme le poste de pilotage. Oui, parce que arme à feu et dirigeable, ça fait pas bon ménage. Ah non, ça c'est sûr. Non, il faut pas. Et d'ailleurs, on a du bol que ça ait pas sauté, entre parenthèses. C'est-à-dire que la balle a quand même crevé le Zeppelin pour aller dans le poste de pilotage et pour enflammer à l'intérieur du poste de pilotage. C'est-à-dire qu'il choisit où ça enflamme, hein, faut pas déconner. Il fonce sur une tour, le Zeppelin, pas les mecs, et on va voir qu'il y a beaucoup de tours à Gotham. Moi, je pense à la facture derrière. L'homme, le malfrat en question tombe, Batman forcément ne le rattrape pas. C'est-à-dire qu'il se rattrape lui avec son bas de grappin et il le laisse tomber comme une merde. J'ai halluciné. Oui, mais il est rattrapé par un haut vent parce qu'on ne meurt pas aussi comme ça. Oui, mais bien sûr, mais Batman lui ne le sait pas. Ah mais parce qu'il a d'autres choses à faire. Mais parce que c'est un médium, tu l'as dit. Mais est-ce que tu penses qu'il a vraiment calculé que Oui, parce qu'il a vu qu'il y avait un haut vent en dessous et il a dit c'est pas la peine. C'est Homer Simpson qui lui a dit. Il a dit premier réflexe de l'épouvantail, il tente d'éteindre le feu comme il peut, le garçon. Alors qu'il a une bulle d'hydrogène au-dessus de la tête. Avec un drap qui secoue comme ça. A le vertige et revoit son père. Son père qui du coup prend une forme gigantesque et qui redonne les mots honte, trahison, enfin bref. Le père pas content qui foudroie et qui met le poids du monde sur les épaules de son fils, quoi. Et là, Batman réagit. Il dit en version française « Je suis le justicier de la nuit, je suis Batman ». Alors qu'en anglais, j'ai mis en anglais exprès. T'as mis en anglais exprès ? I am vengeance, I am the night, I am Batman. Yes, et j'ai surkiffé. J'ai adoré. Là, pour le coup, la VO, elle est tellement bien. Et là, cette voix qui prend. Quel pied, quoi. Alors, je sais pas ce que vous allez en dire, vous, par rapport à ça, mais moi, ce que j'ai vu ça, quand il a dit à la fin, je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis Batman, on a la sensation qu'ici, c'est bon. Il a fait le deuil. Ouais. C'est bon. Il est le Batman. Ses parents, enfin, son père lui a donné la bénédiction. C'est bon, allez-y, les gars. D'ailleurs, le fantôme du père disparaît à ce moment-là. Alors, moi, je l'ai vu autrement. Je l'ai vu comme quoi, finalement, il était la vengeance, il était la nuit, il était Batman, et que du coup, plus rien ne pouvait le toucher. Il y a ça, mais oui, plus rien ne pouvait le toucher. C'est-à-dire qu'il est pas Bruce, en fait. Il est Batman. Et du coup, quelque chose de Bruce ne peut pas le toucher, en fait. Tout à fait, exactement, et c'est du ça. coup, bref, j'ai eu des frissons. Je veux dire, quand j'ai entendu ce truc, j'ai dit c'est... Non, mais quand j'ai entendu... C'était là. Quand j'ai entendu « Je suis le justicier de la nuit », je me suis dit « Non, c'est pas possible, je c'est pas le justicier de la nuit en français, ouais, du coup. Il y aurait moyen que tu nous le mettes, ça, dans le podcast à un moment donné, oui, ça c'est possible. Genre, je sais pas, je vais extraire la phrase. No, you are not my father. I am not a disgrace. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Même si je l'ai excellemment fait, je trouve. C'était magnifique. J'en ai des frissons. Ah, franchement, j'ai adoré le faire. C'était mon petit plaisir de la soirée. Il se ressaisit, sa vision de son père disparaît. Il traverse la vitre du cockpit pour aller défoncer la gueule de l'épouvantail. Et il se débarrasse du malfrat d'un claquement de doigts qui tente de l'arrêter. Le Zeppelin entre en collision avec une énième tour. Un petit côté 11 septembre, quand même. Oula, oui. Et bon, alors on n'était pas du tout dans le... Je pense que le truc aurait été interdit de diffusion.
Oh, je pense qu'ils auraient zappé ce passage-là, ouais. Carrément. L'épouvantail sort un flingue et tire. Et Bat se sert du malfrat comme d'un bouclier. Et donc, c'est le malfrat qui prend la fléchette. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris la première scène où je me suis dit qu'en fait, c'était la fléchette. La fléchette qui, du coup, avait donné du poison pour faire peur. Puisque le gars a peur, donc, de la prison et hallucine être enfermé dans une prison. Il se jette par-dessus bord, d'ailleurs. Il tombe dans un arbre, cette fois-ci. Il a les jetons et effectivement, il est rattrapé par les branches d'un arbre. Et d'ailleurs, c'est fou parce qu'avec un plan, je pense que la chaîne n'aurait pas autorisé à ce que le gars se jette par-dessus bord s'il n'y avait pas l'arbre qui le rattrapait. Mais parce qu'il n'y avait pas de mort chez Batman, de toute façon. C'est ça. Non, mais complètement. Alors que ça aurait été tellement beau si c'était écrasé avec son crâne qui aurait explosé avec du sang partout, quoi. Je suis d'accord, mais là, dans l'absolu, si tu veux, c'est pas lui qui le tue. Non. Donc tu vois, ça aurait pu, quelque part, mais non. Alors qu'avec toutes les explosions qu'il y a eu dans les immeubles avant, à mon avis, il peut y avoir des morts, quand même. Complètement. Mais c'est clair, il y a une paire de civils qui ont les balles perdues tout à l'heure et tout, à mon avis. Non. Enfin, les balles perdues, elles sont pas perdues pour tout le monde, en l'occurrence, tu vois. Le vilain, l'épouvantail, s'échappe avec un avion de fortune qui m'a... Alors, c'est la situation qui m'a fait penser à Fantomas. C'est pas l'avion en question, mais je trouve qu'il a un côté très Fantomas, du coup. C'est-à-dire que le mec, par une porte dérobée, se casse, prend un avion où les ailes se déplient, un avion en papier, ce serait pareil, et il se tire. Batman embarque le Doc. Quand même, on va pas le laisser là. Le Zeppelin explose contre une tour. La énième tour fait exploser le Zeppelin. Il se retrouve D'ailleurs, on a perdu le Doc entre-temps. Je sais pas ce qu'il en a fait. Je sais pas où il l'a déposé quelque part, je pense, parce que j'en ai perdu la trace. Vous me déposez à l'University Bank, s'il vous plaît. Enfin, il en reste plus grand-chose, force. Donc il se retrouve dans la Batmobile, et donc on voit qu'il pianote sur son ordinateur, et on lui dit « Analyse du tissu terminée ». Ce qui lui sort 5 labos, d'où peut provenir le tissu, et il met ça en corrélation avec donc je vois pas comment le tissu peut lui donner le labo. Ah si, c'est des produits chimiques qui sont dans les labos, effectivement, ouais. C'est les produits qui assurent le tissu qui lui donnent les 5 labos. Dans ces 5 labos, il fait une corrélation avec les employés qui ont un lien avec l'université, et il tombe sur Jonathan Crane, qui n'est autre que la vraie identité de l'épouvantail. Voilà. Puisque bon, quand il... Ah oui, alors ça c'est pareil. Il demande à l'ordinateur, et du coup, il bosse sur quoi ? Spécialité angoisse et phobie ? Je te tiens, Jonathan Crane. Ça va trop faire. On retourne donc à la planque de l'épouvantail. Dans un champ de maïs, ce qui est bien pour un épouvantail. On voit l'avion Fantomasies, garé sur le côté, plutôt écrasé sur le côté. Son vrai visage est dévoilé, puisque là, il enlève son masque, et donc on découvre un mec qui... du coup, fait pas peur du tout, quoi. Un petit Roukmout. Voilà, il est... Alors, on précise que t'es Roukmout pour tous les Roukmout qui nous entendront. Parce que je compatis. Mais... c'est pas une couleur. En tout cas, c'est une perruque. En tout cas, il respire son propre gaz, puisque les manettes de son gaz étaient ouvertes. Du coup, il se demande forcément s'il y a quelqu'un. Eh bien, il a peur. Il vous a une vision d'une chauve-souris jusqu'à ce qu'il y ait une chauve-souris géante qui déboule. Et ça n'est autre que Batman, puisque en gros, en essayant de se cacher, il se cogne contre Batman. C'est une armoire, Batman. C'est une armoire d'Aubazine, il est là, tu te plantes dedans, c'est terminé. Et en l'occurrence, ça ne peut que me faire penser, et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me demander si Batman Begins ne s'est pas inspiré de cet épisode. Je me demande si ça se passe comme ça aussi dans les comics, pour le coup, par rapport à Batman. Est-ce qu'il y a vraiment cette scène-là dans les comics ? Puisque c'est vraiment la même chose dans Batman Begins, où il finit par avoir peur, et on a une vision complètement cauchemardesque du Batman. Si, dans les comics, t'as certains comics dans lesquels intervient l'épouvantail. Et à la fin, oui, il y a une peur, et surtout, ça le renvoie pas forcément à une chauve-souris, mais ça le renvoie à son enfance, à lui, quoi, avec Jonathan Crane. Il y en a un en particulier, je ne sais plus le nom en tête. Si, on l'a chroniqué dans son je le mettrai en
en description sur YouTube de ce podcast. Toute sa vie, elle est teintée de peur de son enfance et de son beau-père ou de son père, je sais plus. C'est son père, en fait, dans ça. le comic, c'est son père qui étudiait finalement la peur et du coup qui l'étudiait sur son fils. En l'enfermant à la cave et tout ça. Voilà, ouais, Je l'ai lu ce bouquin-là. Il est monstrueux ce comics, il est excellent. Et il était terriblement bien fait, totalement. et pour le coup, on en avait chroniqué sur un rencontre du deuxième type qu'on vous invite à aller regarder si vous voulez, je le foutrai C'était en dans quel description. comics, du coup, celui-là Alors c'était la collection Eagle Moss, du coup c'était pas le même titre qui existe en librairie. C'était en mais... Eagle Moss, c'était Terreur Nocturne. Terreur Nocturne, je crois que c'est ça. Ou alors moi il n'y a pas eu un livre avec tous les ennemis de Batman et ils en ont pas fait un sur l'épouvantail, et dans ce cas-là je l'ai lu là-dedans. Il est peut-être là-dedans, ouais. Faudrait Batman Anthologie et Grand Vilain, Mythologie avec la tronche de l'épouvantail dessus, c'est vraiment pas impossible. C'est peut-être en tout cas, dans la scène qui suit, Batman livre Crane à Gordon et Bullock. On a un dernier plan ensuite sur la tombe de ses parents, avec donc Thomas et Martha. Tu vois, moi j'aurais bien voulu qu'il y ait Alfred avec lui, du coup. Mais bon, bah en l'occurrence, il n'y est pas. Ouais, mais apparemment il fait nuit. Donc je pense qu'Alfred il est parti faire dodo. Bah, il fait nuit, mais il a des lunettes de soleil. Ouais, mais ça c'est parce qu'il a la classe. C'est pas faux. Du coup, le gars se barre, son manteau 3/4 s'envole, à n'en pas douter pour faire penser à la cape, surtout qu'effectivement, son ombre forme les pointes du masque de Batman. Batman n'est jamais très loin. Et du coup, ce qui me fait dire, et ce qui renforce la théorie que j'ai sur le fait que effectivement, il n'est plus Bruce Wayne, il est Batman. Et même quand il est en Bruce, c'est l'ombre de Batman qui plane. Par rapport au comics qu'on cherchait tout à l'heure, c'est Cycle de violence, ça s'appelle. Cycle de violence. Tout à fait. En tout cas, un très bon épisode avec un perso qui fait sa première apparition comme dans le précédent. Et je trouve que c'est plutôt une première apparition réussie qui donne vraiment toutes les subtilités du personnage et des peurs qu'a Bruce Wayne, qu'a Batman. Et même si on va voir qu'ils arrivent à faire beaucoup mieux avec ce personnage dans les épisodes qui suivront, parce que ça a beau être... un bon premier épisode d'introduction pour nous montrer notamment entre deux grosses guillemets, son pouvoir par rapport à la peur, mais c'est clairement pas le meilleur non plus sur l'épouvantail. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon ami Nico ? Moi, clairement, j'en ai pas pensé que du bien. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, mine de rien, parce que le côté deuil de Bruce Wayne par rapport à ses parents, le côté où on voit, on a dit tout à l'heure, Alfred qui prend aussi la place du père, Batman qui s'affirme en tant que tel et qui se détache tellement de Bruce Wayne. En tant que tel, comme D'accord. Guillaume, c'est le même famille que Guillaume. Non, mais Tell. je croyais qu'il voulait être considéré en tant que... Ah non, c'est parce qu'ils sont victimes des colifichets, c'est pour ça. Mais non, mais c'est... Mais parce que j'ai pas trouvé convaincant, moi, le méchant, l'épouvantail. Je l'ai pas trouvé très convaincant. Et comme tu dis, effectivement, dans d'autres épisodes dans lesquels il apparaît, il est beaucoup plus convaincant, beaucoup plus crédible. Moi, j'ai préféré clairement l'épisode sur le Joker avec Joyeux Noël Batman. Et forcément, toujours le Joker, de toute façon, on peut en faire ce qu'on veut, le Joker, ça sera toujours très très bon, alors que l'épouvantail, j'ai pas été convaincu, vraiment pas. Mais de toute façon, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'effectivement, du propre aveu de Bruce Timm, le personnage a évolué et a mis du temps en fait à trouver ses chaussons, on va dire. Et donc, je pense qu'on sera amené à en reparler et du coup, on pourra comparer avec cet épisode-là et c'est ça qui est très très cool, quoi. Mais tu te souviens de la tronche qu'il avait du look dont je te parlais durant le podcast ou pas du tout ? Non, je m'en souviens pas du tout. Ça me dit rien. rien. Va voir là sa tronche sur Google, s'il te plaît. Et c'est pas compliqué à trouver, c'est vraiment avec. Il a un chapeau. Il a les cheveux de paille, il y a la paille qui sort de ses manches et il est complètement marionnette désarticulée, quoi. Et il a des yeux qui foutent les jetons, quoi. Et les dents, vraiment... je me souviens. Ouais. Moi, je trouve son look. Je trouve que le look a beaucoup, en fait. Je pense vraiment que si le méchant avait eu ce look-là. Et d'ailleurs sa voix française aussi, sa VF qui change, je pense que ça aurait donné vraiment une autre dimension à l'épisode pour le coup. Tout à fait. Après il faut garder en tête qu'on est qu'au 3e épisode, hein. Tout à fait, qui est déjà très bon. Et toi ma chère Vanessa, qu'en dis-tu ? Bah moi c'est un peu pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté humain de Bruce Wayne dans cet épisode, quand on le voit
marqué dans la Batcave, mal rasé, tremblotant quand il prend la photo de ses parents entre ses mains, la relation avec Alfred qui jusqu'à présent était vraiment juste le majordome, bon, qui taquinait un peu, mais ça restait juste le majordome qui restait à sa place, et qui devient vraiment là plus le père de substitution, cette scène à la fin quand il va sur la tombe et tout ça. Après, en ce qui concerne le méchant, en fait, moi, c'est vrai que pendant tout l'épisode, j'avais toujours ce fameux comic book dont on parlait, où on voyait son enfance enfermée dans la cave avec son père qui l'avait torturé et tout ça, et moi, j'avais cet épouvantail-là en tête, et du coup, j'avais de la compassion pour cet épouvantail-là. Alors que celui qu'on avait là dans cet épisode qui veut juste se venger du professeur, c'est vrai que du coup, juste la vengeance. Alors si, encore une fois, quand il dit oui, on va le torturer, là tu te dis ah ouais, il est vraiment taré, quoi. Il va le torturer le mec derrière, donc il est bien fou. Puis finalement, c'est vrai que quand il retire son masque, tu te rends compte qu'il a plus peur qu'autre chose. Et manque de peau, il a peur des chauves-souris. C'est pas de peau quand même. Donc non, ça reste c'est un bon épisode. Sur Bruce Wayne, en fait, plus que sur Batman, finalement. Exactement. Je suis complètement d'accord. C'est un meilleur épisode sur Bruce Wayne et sur sa relation avec Alfred, alors que c'est en quelques phrases, et sa relation aussi à ses parents, un épisode sur l'épouvantail. De toute façon, l'épouvantail, c'est un personnage prétexte, quelque part, même si le comics dont on parlait tout à l'heure, il allait plus en profondeur sur le personnage, mais l'épouvantail, c'est un personnage prétexte, à plonger dans les profondeurs, dans les méandres de la psyché de Bruce Wayne. Il est là pour ça, en fait. Dans le film, tu parlais tout à l'heure du Batman Begins, c'est carrément ça. Parce que le personnage en lui-même, dans Batman Begins, il est pas folichon, je trouve, moi. Je trouve qu'il est là, justement, pour mettre en exerce des choses chez Bruce Wayne. Et dans les comics, c'est pareil. Et ici, on est carrément là-dedans, dans ce premier épisode où il apparaît, en fait, en tout cas. Et je l'ai toujours trouvé comme ça. C'est pour ça qu'il me plaît pas trop, ce personnage. C'est un personnage qui est là. Il est fait à une plongée dans le passé de Batman par d'autres biais que par l'épouvantail, qui sont beaucoup mieux faits en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas été très emballé par le personnage dans cet épisode. Voilà. Donc, comme tu dis, Vanessa, ouais. C'est un bon personnage sur Bruce Wayne, effectivement. Et du coup, je trouve que le titre anglais correspond mieux, finalement, à l'épisode, du coup. Nothing to Fear, je trouve que ça correspond mieux que l'épouvantail. Tout à fait. Ouais, complètement. Merci de votre accord. Eh bien, écoutez, madame, monsieur, merci pour ce podcast. J'étais très, très content de partager cet épisode avec vous. Moi de même. Où que qu'on peut vous retrouver, madame Vanessa? À Mbarak. Eh ben, on me retrouve en général chez les GG Comics, un mardi par mois. Bon, après l'équipe tourne, donc j'y suis pas non plus tous les mardis, mais il y a toujours un épisode des GG Comics accueilli, merde, j'ai plus le nom, présenté par Blackie, avec une équipe de qualité. Et sinon, on me retrouve à l'occasion dans un Saturday Night Geek Live. T'as vu, j'ai réussi à le dire du premier coup. Merci surtout d'empêcher Nicolas de détruire ce titre. Nicolas, il a dit monsieur-là, monsieur-là. Généralement, une fois par mois aussi, avec là aussi des équipes de qualité. Et pour parler geekerie, pour parler pop culture, pour échanger, partager et de notre passion et de nos loisirs au quotidien, j'ai envie de dire. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Monsieur Nico, monsieur tout seul, monsieur là, monsieur tout ce que vous voulez, mon cher. On nous retrouve où? Eh bien, on peut nous retrouver sur les différents agrégateurs de podcasts, Spotify, Deezer, Apple, Google, etc. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, pour soutenir la chaîne. À liker, à partager, à vous abonner. Et ça ne pourra qu'aider cette chaîne et ça ne pourra qu'aider ce podcast si le cœur vous en dit de une et si vous avez aimé cet épisode et tous les autres. Partagez en masse et on fera les des petits bisous. pouces bleus, les petites cloches, les commentaires si vous voulez discuter. Si vous n'êtes pas d'accord avec Nico, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, c'était vraiment très très cool. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. On se retrouve dans un épisode 4 pour parler de quoi, monsieur Nico? Est-ce que vous avez... L'épisode 4, oui, on va parler du Joker encore. Ouf, dans l'épisode 4, on va parler du Joker et dans un épisode qui mord de rire, The Last Laugh en anglais. Et pour moi,
Ça reste un de mes épisodes préférés. Oh. Ah, il va y avoir débat alors. Donc en tout cas, un épisode qui s'annonce aux petits oignons. Je vous fais des bisous à vous et je vous fais des bisous à vous qui nous écoutez. Eh oui. Allez, ciao, ciao. Allez, bisous.